Dans la lumière pâle de l'aube, le 15 août 2004, le village de Saint-Léon, niché au cœur des vignobles de Dordogne, s'éveille doucement. Les cloches de l'église résonnent, mêlant leur chant au parfum du pain frais et du café. La famille Dubois, Jean, Marie, Antoine, Sophie et le petit Louis quittent leur maison de pierre, le cœur empli de foi, pour un pèlerinage annuel vers la cathédrale de Chartres. Ce voyage, tissé de prières et de rêves, est une promesse sacrée. Mais ce matin-là, une ombre plane, imperceptible, sur leur départ. Leur autobus, l'Étoile de Chartres, disparaîtra sans laisser de traces, emportant 32 âmes dans un mystère qui entra la région pendant 16 longues années. Que s'est-il passé sur ces routes sinueuses? Qui a trahi la confiance d'une communauté unie par la foi? Cette tragédie, ancrée dans la douleur et la quête de justice, vous tiendra en haleine. Si vous découvrez notre chaîne pour la première fois, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes. Plongez avec nous dans ce récit poignant, où la vérité lutte pour émerger des ténèbres. Le soleil de midi brillait dans le ciel d'août 2004, baignant la place de la cathédrale de Chartres d'une lumière dorée. Les pèlerins affluaient, leurs voix mêlées de prières et de chants sacrés, mais parmi eux, Claire Martin, une femme de 45 ans au regard inquiet, scrutait chaque autobus qui s'arrêtait. Elle attendait sa sœur, Marie Dubois, et sa famille, partis ce matin-là de Saint-Léon à bord de l'Étoile de Chartres. L'heure prévue, midi, était passée, et aucun signe de l'autobus bleu et blanc. Une angoisse sourde s'installait dans son cœur, comme un pressentiment qu'elle repoussait avec force. Claire, enseignante à Paris, avait toujours partagé un lien indéfectible avec Marie, sa cadette, et l'idée que quelque chose ait pu arriver à sa famille Jean, Antoine, Sophie, et le petit Louis lui semblait inconcevable. Pourtant, chaque minute qui s'écoulait sans nouvelles renforçait cette crainte insidieuse. À Saint-Léon, à 200 km de là, la nouvelle de la disparition de l'autobus se répandit comme une traînée de poudre. Le village, niché parmi les vignobles vallonnés de Dordogne, s'arrêta net. Les habitants, habitués à la quiétude de leur routine, le parfum du pain frais au petit matin, le tintement des cloches de l'église Saint-Léon se rassemblèrent sur la petite place devant l'église. Les murmures anxieux remplaçaient les rires habituels. Les femmes serraient leurs chapelets, les hommes échangeaient des regards graves. Madame Lefebvre, la boulangère, pleurait en silence, pensant à la voix angélique de Sophie dans le chœur paroissial. Monsieur Garnier, le voisin des Dubois, fixait l'horizon, comme si l'autobus pouvait surgir des collines. La communauté, unie par des années de tradition et de foi, se sentait trahie par un destin cruel, incapable d'expliquer comment un pèlerinage sacré avait pu s'évanouir dans l'inconnu. La police locale, alertée par Claire depuis Chartres, lança immédiatement des recherches. Les gendarmes parcoururent les routes sinueuses qui reliaient Saint-Léon à Chartres, inspectant chaque station-service, chaque auberge de campagne. À une station essence, à 80 km de Saint-Léon, un employé se rappela avoir vu l'Étoile de Chartres vers 8 heures du matin. Pierre Laurent, le chauffeur respecté, avait salué de la main, comme à son habitude, avant de reprendre la route. Ce fut la dernière trace confirmée de l'autobus. Les gendarmes fouillèrent les chemins secondaires, les ponts de pierre, les champs de tournesol, mais l'autobus semblait s'être volatilisé. Aucun accident signalé, aucune panne rapportée. Les 32 passagers, dont la famille Dubois, avaient disparu dans un silence oppressant, comme si la terre elle-même les avait engloutis. Claire Martin, revenue à Saint-Léon dans la soirée, refusa de céder au désespoir. Sa silhouette élancée, marquée par la détermination, devint une figure centrale dans le village. Elle organisait des groupes de recherche, frappait aux portes, interrogeait les routiers et les commerçants. « Ma sœur est là, quelque part, avec ses enfants », répétait-elle, sa voix tremblante mais résolue. Elle s'accrochait à l'image de Marie, priant avec son chapelet, et à celle de Louis, posant 1000 questions avec ses yeux curieux. Mais chaque jour sans réponse creusait un vide dans son cœur, un vide où l'espoir luttait contre la peur grandissante. Les hypothèses fusaient dans les discussions chuchotées à Saint-Léon. Un accident? Peut-être l'autobus avait-il dérapé dans un ravin isolé. Un vol? Les routes de campagne, bien que paisibles,
n'était pas à l'abri de brigands. Ou peut-être Pierre, pourtant si fiable, avait-il pris un chemin inconnu, perdu dans les méandres des collines? Chaque théorie, bien que plausible, s'effondrait face à l'absence totale de preuves. Les gendarmes, dépassés par l'énigme, semblaient impuissants. Les jours devinrent des semaines, et l'espoir, fragile comme une flamme sous le vent, vacillait dans le cœur des villageois. Pourtant, dans l'ombre de cette trahison du destin, une question persistait, qui, ou quoi, avait arraché la famille Dubois à leur pèlerinage sacré? La réponse, enfouie dans les ténèbres, attendait son heure pour surgir. Les semaines qui suivirent la disparition de l'autobus Étoile de Chartres en août 2004 se transformèrent en mois, puis en années, laissant Saint-Léon enveloppé d'un silence douloureux. Le village, autrefois vibrant du chant des cloches et des rires des enfants dans les ruelles pavées, semblait porter un voile de deuil. Les champs de tournesol, qui avaient jadis encadré le départ joyeux des pèlerins, se fanaient et renaissaient avec les saisons, mais sans apporter de réponse. De 2004 à 2018, aucune piste nouvelle n'émergea. Les gendarmes, limités par une technologie rudimentaire à l'époque, avaient épuisé leurs ressources. Les routes sinueuses de Dordogne, les ravins escarpés, les rivières murmurantes, tout avait été fouillé, en vain. L'autobus et ses 32 passagers, dont la famille Dubois Jean, Marie, Antoine, Sophie et Louis semblaient s'être dissous dans l'ombre, comme un secret jalousement gardé par la terre elle-même. Au cœur de cette tourmente, Claire Martin devint une figure d'une détermination inébranlable. À 45 ans, cette enseignante parisienne abandonna sa carrière et sa vie dans la capitale pour retourner à Saint-Léon. Elle s'installa dans une petite maison près de l'église, à quelques pas de celle des Dubois, où les volets clos semblaient murmurer la perte. Chaque matin, Claire se réveillait avec l'image de sa sœur Marie, tenant son chapelet, et du petit Louis, posant ses questions innocentes sur le monde. Ces souvenirs, à la fois doux et déchirants, alimentaient sa résolution. Elle refusait d'accepter que sa famille ait disparu sans trace, que leur foi en ce pèlerinage sacré ait été trahie par un destin cruel. Claire organisa des veillées annuelles dans l'église Saint-Léon, où les chandelles vacillantes projetaient des ombres tremblantes sur les murs de pierre. Ces moments de prière collective, rythmés par les cantiques, rassemblaient les villageois, unis dans leur chagrin mais aussi dans leur espoir ténu. La maison des Dubois, avec ses murs de pierre et son jardin où Marie cultivait autrefois des roses blanches, devint un symbole poignant. Les voisins, comme Madame Lefebvre et Monsieur Garnier, prenaient soin des fleurs, arrosant le jardin comme un acte de dévotion. Chaque pétale semblait porter la mémoire de Sophie, dont la voix claire résonnait encore dans les souvenirs du chœur paroissial, et d'Antoine, qui rêvait d'enseigner aux enfants du village. Ce lieu, figé dans le temps, était à la fois un refuge et une plaie ouverte pour Saint-Léon. Les enfants grandissaient, les saisons changeaient, mais l'absence des Dubois pesait comme une ombre sur chaque fête, chaque messe dominicale. Claire, quant à elle, ne se contentait pas de prier. Elle fonda un réseau de soutien pour les familles de disparus à travers la France, échangeant des lettres avec d'autres âmes brisées, partageant leurs douleurs et leurs espoirs. Chaque 15 août, elle retournait à Chartres, seule, tenant une photographie jaunie de Marie et des enfants. Elle s'agenouillait devant la cathédrale, implorant un signe, une réponse. Mais les années passaient, et les hypothèses accident dans un ravin, vol par des brigands, erreurs de route s'effilochaient comme des fils usés. Les gendarmes, à court de moyens, avaient relégué l'affaire aux archives, laissant Claire et la communauté face à une impuissance oppressante. Les nuits sans sommeil se succédaient, où Claire, assise à sa table, relisait les rapports d'enquête, cherchant un détail oublié, une lueur dans l'obscurité. Pourtant, même dans cette désolation, une flamme persistait. La foi de Claire, ancrée dans les mêmes valeurs qui avaient guidé Marie, refusait de s'éteindre. Elle se souvenait des mots de sa sœur, la vérité finit toujours par trouver son chemin, cette conviction, fragile mais tenace, la poussait à continuer, malgré les murmures du village qui parlaient d'abandonner. Saint-Léon, marqué par cette perte, apprenait à vivre avec une blessure qui ne cicatrisait pas. Mais dans ce silence, une question lancinante demeurait, qui avait trahi la promesse de ce pèlerinage? La réponse, enfouie dans les méandres du temps, attendait, tapie dans l'ombre, prête à surgir.
En 2018, 14 années s'étaient écoulées depuis la disparition de l'autobus étoile de Chartres, et le village de Saint-Léon, blotti dans les vallons de Dordogne, portait toujours les cicatrices d'une blessure jamais refermée. Les rosiers du jardin de Marie Dubois, entretenus avec soin par les voisins, continuaient de fleurir, mais leur éclat semblait terni par le poids du mystère. Les habitants, désormais marqués par le temps, parlaient encore de la famille Dubois Jean, Marie, Antoine, Sophie et le petit Louis avec une tristesse mêlée de résignation. Les prières dans l'église Saint-Léon, autrefois vibrantes d'espoir, s'étaient muées en murmures fatigués. Pourtant, une lueur inattendue allait bientôt percer l'obscurité. L'inspecteur Luc Bernard, un homme méthodique au regard perçant, récemment nommé à la tête de la gendarmerie régionale, décida de rouvrir le dossier. Armé des avancées technologiques modernes, analyse forensique, cartographie numérique et base de données interconnectées, il était convaincu que la vérité, si bien cachée soit-elle, pouvait encore être déterrée. Luc, la cinquantaine, était connu pour son obstination. Il passait des nuits à étudier les vieux rapports d'enquête, jaunis par le temps, cherchant un détail négligé. Ce fut lors d'une visite à Saint-Léon, dans une auberge où les anciens se réunissaient autour d'un verre de vin rouge, qu'il rencontra Henri Dubois, un lointain cousin de Jean, désormais âgé de 87 ans. Henri, un paysan à la silhouette voûtée et aux mains noueuses, vivait reclus dans une ferme isolée, perchée dans les collines escarpées de Dordogne. Autour d'une table en bois usé, sous la lumière tamisée d'une lampe à pétrole, Henri, hésitant, confia un souvenir qu'il avait gardé secret pendant des années, par peur ou par méfiance envers les autorités. En ce matin d'août 2004, alors qu'il surveillait ses moutons, il avait vu passer l'autobus étoile de Chartres sur un chemin de terre rarement emprunté, suivi à distance par 3 hommes à cheval, des silhouettes sombres aux allures inquiétantes, portant des chapeaux à large bord. Ce détail, qu'il avait jugé étrange mais trop risqué à rapporter à l'époque, fit battre le cœur de Luc. Était-ce la clé tant attendue? Cette révélation ranima une étincelle d'espoir dans le village. Claire Martin, désormais marquée par les années de lutte, apprit la nouvelle avec un mélange d'excitation et de crainte. Elle avait passé 14 ans à prier devant la cathédrale de Chartres, à tenir des veillées, à écrire à d'autres familles de disparus. L'idée qu'un indice, même fragile, puisse émerger après tant de temps semblait presque irréelle. Pourtant, la peur d'une vérité cruelle pesait sur elle, que révélerait ce chemin oublié. Luc, déterminé, organisa une équipe pour explorer les routes secondaires de Dordogne, des sentiers escarpés où seuls les bergers et les chasseurs s'aventuraient. Ces chemins, bordés de chênes noueux et de ravins profonds, étaient à peine marqués sur les cartes modernes. À bord de véhicules tout-terrain, les gendarmes scrutèrent chaque virage, chaque clairière, espérant trouver une trace de l'autobus perdu. Les villageois, réunis à l'église, priaient en silence, leur chapelet serré entre leurs doigts, tandis que Claire, debout près de l'autel, fixait une vieille photo de Marie et des enfants, ses yeux brillants d'un espoir fragile. Mais avec cet espoir naissait une angoisse nouvelle. Et si ce chemin menait à une vérité trop lourde à porter? Les murmures dans Saint-Léon évoquaient des bandits, des accidents cachés, ou pire encore, une trahison orchestrée. Henri, rongé par le remords d'avoir gardé le silence si longtemps, confia à Luc qu'il avait vu les cavaliers s'éloigner dans l'ombre, leurs silhouettes disparaissant comme des spectres. Ce témoignage, bien que flou, était le premier fil conducteur depuis des années. Luc, conscient que le temps jouait contre lui, intensifia les recherches, déterminé à déjouer la ruse du destin qui avait si longtemps dissimulé la vérité. À Saint-Léon, l'attente devenait insoutenable, chaque jour rapprochant Claire et la communauté d'une réponse, ou peut-être d'une douleur plus profonde encore. En août 2020, 16 années après la disparition de l'autobus étoile de Chartres, les collines sauvages de Dordogne gardaient encore leur secret, enveloppées d'un silence oppressant. Les sentiers escarpés, où seuls les bergers et les vents murmurent, semblaient indifférents au drame qui avait marqué Saint-Léon. Pourtant, un homme allait bouleverser cette quiétude. François Moreau, un pèlerin de 53 ans, originaire d'un village voisin, entreprenait une marche solitaire vers la cathédrale de Chartres, un vœu fait pour la guérison de sa femme. Homme de foi, il préférait les chemins isolés, croyant que la difficulté renforçait la prière. Ce jour-là, perdu dans une région reculée,
il grimpa une crête pour s'orienter. Sous un ciel d'azur, un éclat métallique attira son regard, scintillant à travers la végétation dense d'un ravin profond. Intrigué, il descendit prudemment, écartant les ronces et les broussailles, ignorant la sueur qui perlait sur son front. Ce qu'il découvrit au fond de ce gouffre le laissa pétrifié. Et si vous êtes toujours avec nous à ce stade, laissez un « ici » ou dites simplement « toujours là » dans les commentaires, nous les lisons tous. Là, à demi enfoui sous des années de lierre et de mousse, gisait l'autobus étoile de Chartres, son bleu et blanc délavé par le temps, mais encore reconnaissable. Les vitres brisées, la carrosserie tordue, tout suggérait une chute violente. François, le cœur battant, sentit une présence divine dans cette découverte. Il murmura une prière, convaincu que la Vierge l'avait guidé jusqu'à ce lieu oublié. Sans toucher l'épave, il mémorisa l'emplacement et entreprit un retour ardu vers la civilisation, marchant 2 jours à travers les collines pour atteindre un village où il alerta les autorités. Son témoignage, empreint de sincérité, convainquit un officier sceptique de transmettre l'information à l'inspecteur Luc Bernard, qui dirigeait l'enquête rouverte sur la disparition. Luc, accompagné d'une équipe de gendarmes et d'experts forensiques, se rendit immédiatement dans le ravin, accessible seulement par hélicoptère. Lorsqu'ils atteignirent l'épave, la vérité commença à se dessiner, froide et implacable. L'autobus, bien que rongé par la rouille, était bien l'étoile de Chartres, mais aucun corps n'y était présent. Les 32 passagers, dont la famille Dubois-Jean, Marie, Antoine, Sophie et Louis semblaient s'être volatilisés. Les vitres brisées, non par l'impact mais de l'extérieur, et les marques sur la carrosserie suggéraient une intervention humaine, une intention sinistre. Luc, scrutant l'épave avec une intensité froide, comprit que ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait poussé l'autobus dans ce ravin, cherchant à effacer les traces d'un acte innommable. À Saint-Léon, la nouvelle de la découverte se répandit comme une bourrasque. Claire Martin, désormais dans la soixantaine, reçut la nouvelle avec un mélange de soulagement et de terreur. Pendant 16 ans, elle avait prié pour des réponses, tenant chaque 15 août une photo jaunie de sa sœur Marie et de ses enfants. Mais cette découverte, loin de clore son deuil, ouvrait la porte à une vérité qu'elle redoutait. Dans l'église Saint-Léon, où les chandelles vacillaient, les villageois se réunirent, leurs murmures empreints d'une angoisse renouvelée. Madame Lefebvre, la boulangère, pleurait en pensant à Sophie, dont la voix résonnait encore dans ses souvenirs. Monsieur Garnier, le voisin, serrait les poings, imaginant une trahison qui avait brisé leur communauté. François, de retour à Chartres, confia à un prêtre qu'il croyait en une intervention divine. La Vierge m'a montré le chemin, murmura-t-il, les yeux brillants de foi. Mais pour Luc, la découverte soulevait plus de questions que de réponses. Qui avait orchestré cette dissimulation? Pourquoi aucun corps n'était-il présent? Chaque indice ou une vitre brisée, une trace de pneu effacée révélait une tromperie calculée, un crime qui avait défié le temps. À mesure que l'équipe forensique fouillait le ravin, l'ombre d'une vérité plus sombre encore planait sur Saint-Léon. Claire, debout devant la maison des Dubois, où les roses de Marie fleurissaient toujours, se préparait à affronter l'horreur qui allait émerger, son cœur partagé entre l'espoir et la peur d'une révélation insoutenable. L'automne 2020 enveloppait les collines de Dordogne d'une brume légère, mais pour l'équipe de l'inspecteur Luc Bernard, chaque jour passé dans le ravin où reposait l'épave de l'étoile de Chartres était une plongée dans un passé cruel. La découverte de l'autobus, 16 ans après sa disparition, avait ranimé un espoir fragile à Saint-Léon, mais elle avait aussi ouvert la porte à une vérité que personne n'était prêt à affronter. Sous les ordres de Luc, des experts forensiques, équipés de détecteurs de métaux et de chiens entraînés, fouillaient méthodiquement le terrain autour de l'épave. À 500 mètres de là, dans une clairière cachée par des chênes noueux, les chiens s'arrêtèrent, flairant une odeur que le temps n'avait pas effacée. Lorsqu'ils commencèrent à creuser, la terre céda pour révéler l'horreur, une fosse commune, contenant les restes de 32 âmes, dont ceux de la famille Dubois-Jean, Marie, Antoine, Sophie et le petit Louis. Les os, mêlés de fragments de vêtements et de terre, racontaient une tragédie indicible, enfouie sous des couches de cale pour hâter la décomposition. Claire Martin, avertie par Luc, arriva sur le site,
le cœur lourd d'une douleur qu'elle avait portée pendant 16 ans. Les experts, avec une délicatesse presque sacrée, extrayaient des reliques du passé, un lambeau de tissu bleu, un chapelet brisé, et puis, un objet qui fit vaciller Claire. C'était le châle de Sophie, orné de motifs floraux que Marie avait brodé avec soin pour sa fille. À côté, un vieux montre de poche en argent, celle que Jean portait fièrement, héritée de son grand-père. Claire, les mains tremblantes, serra ces objets contre elle, comme pour retenir un dernier souffle de sa sœur et de ses enfants. Les larmes coulèrent, silencieuses, tandis que les villageois, rassemblés à Saint-Léon, apprenaient la nouvelle dans un silence accablé. Madame Lefebvre, la boulangère, s'effondra en pensant à la voix de Sophie, et Monsieur Garnier, le voisin fidèle, murmura une prière, le regard perdu dans les vignobles. L'enquête prit une tournure décisive lorsque Luc confronta un homme connu sous le nom de Le Renard, un criminel endurci emprisonné depuis 2010 pour trafic de drogue. Face aux preuves accablantes, les marques de balles sur l'autobus, les os portant des traces de violence, Le Renard, un homme au visage marqué par des années de crime, céda. Dans une confession froide, il révéla l'atroce vérité. Le 15 août 2004, son gang avait prévu de dévaliser l'étoile de Chartres, attirés par les offrandes des pèlerins. Ils avaient forcé Pierre Laurent, le chauffeur, à détourner l'autobus vers un chemin de montagne isolé. Mais un passager, ou peut-être Jean, défendant sa famille, avait résisté. La situation dégénéra. Craignant d'être reconnus, car certains villageois connaissaient leur visage, les bandits prirent une décision brutale, éliminer tous les témoins. Les 32 passagers furent contraints de descendre, alignés dans la clairière, et exécutés un à un. Leurs corps furent jetés dans la fosse, recouverts de cales, et l'autobus poussé dans le ravin pour simuler un accident. Cette révélation frappa Saint-Léon comme un coup de tonnerre. Dans l'église du village, où les chandelles vacillaient, les habitants pleuraient, partagés entre la rage et le chagrin. Claire, debout devant l'autel, serrait le châle de Sophie, incapable de comprendre comment un pèlerinage sacré avait pu se transformer en un tel cauchemar. Luc, malgré sa satisfaction d'avoir démasqué les coupables, ressentait une profonde amertume face à l'ampleur de la cruauté. Les marques de balles, les vitres brisées de l'extérieur, tout confirmait la préméditation d'un acte d'une barbarie inouïe. La vérité, enfin révélée, apportait un début de justice, mais à quel prix? Pour Claire et la communauté, la douleur de cette découverte était une plaie ouverte, un rappel que la tromperie des criminels avait volé non seulement des vies, mais aussi 16 années d'espoir. Pourtant, dans ce désespoir, un combat pour la justice s'annonçait, porté par la mémoire des Dubois. L'hiver 2020 enveloppait Saint-Léon d'un froid mordant, mais dans le cœur des villageois, une chaleur nouvelle naissait, celle de la justice, fragile mais tenace, après 16 années d'attente. La découverte de la fosse commune et la confession glaçante de Le Renard avaient jeté une lumière crue sur le sort de l'étoile de Chartres et de la famille Dubois, Jean, Marie, Antoine, Sophie et Louis. L'inspecteur Luc Bernard, dont le regard perçant trahissait une détermination inébranlable, mena l'enquête à son terme avec une rigueur méthodique. Grâce aux indices recueillis dans le ravin, marques de balles, fragments de vêtements, et le témoignage accablant de Le Renard, les autorités identifièrent plusieurs membres survivants du gang. Ces hommes, désormais vieillis, furent arrêtés dans des villages reculés de Dordogne et d'ailleurs, leurs visages marqués par une vie de crime. Mais Le Renard, le chef cruel qui avait orchestré le massacre, ne verrait pas le tribunal, il mourut en prison d'une crise cardiaque en 2021, emportant avec lui certains secrets de cette nuit funeste d'août 2004. Sa mort, pour beaucoup à Saint-Léon, semblait une échappatoire, une dernière tromperie d'un homme qui avait déjà volé tant de vies. Les procès, tenus dans une salle d'audience austère à Périgueux, attirèrent l'attention de toute la région. Claire Martin, désormais âgée de 61 ans, se tenait droite au premier rang, ses mains serrant le châle de Sophie, comme un talisman de courage. Faire face aux accusés ou des hommes au regard fuyant, dont les vies dissolues contrastaient avec la dignité des victimes, était une épreuve. Pourtant, Claire, portée par la mémoire de sa sœur Marie et de ses enfants, témoigna avec une voix ferme, décrivant l'amour qui unissait les Dubois et la douleur d'une communauté trahie. Chaque mot qu'elle prononçait, empreint de chagrin mais aussi de force, résonnait dans la salle, touchant même les juges.
Les villageois de Saint-Léon, présents en grand nombre, apportaient leur soutien silencieux. Madame Lefebvre, la boulangère, pleurait doucement en repensant à la voix de Sophie dans le chœur paroissial. Monsieur Garnier, le voisin fidèle, serrait les poings, trouvant dans la justice un semblant de réconfort après tant d'années d'impuissance. Luc Bernard, bien que satisfait d'avoir conduit les criminels devant la justice, portait en lui un fardeau plus lourd. Assis dans son bureau, entouré de dossiers d'affaires non résolus, il réfléchissait aux innombrables familles qui, contrairement aux Dubois, n'avaient pas obtenu de réponse. La découverte de la vérité sur l'étoile de Chartres était une victoire, mais elle révélait aussi la fragilité de la justice face à l'immensité du mal. Pourtant, en repensant au visage des villageois, à la détermination de Claire, il ressentait une lueur de soulagement. Il avait redonné à Saint-Léon une vérité, aussi douloureuse soit-elle, permettant aux âmes en deuil de commencer à guérir. Les audiences révélèrent des détails sordides, comment les bandits, dans un accès de panique, avaient exécuté les pèlerins pour éviter d'être reconnus, comment Pierre Laurent, le chauffeur, avait été forcé de conduire l'autobus dans un chemin isolé avant de partager le sort de ses passagers. Chaque révélation était un coup porté à la communauté, mais aussi une étape vers la rédemption. À Saint-Léon, l'unité des villageois se renforça durant les procès. Ils se rassemblaient dans l'église, priant pour les âmes des disparus et pour la force de Claire. Les chandelles allumées projetaient des ombres dansantes sur les murs de pierre, comme un écho de leur foi intacte. Les condamnations prononcées des peines de prison à vie pour les survivants du gang apportèrent un sentiment de justice, mais pas de paix complète. La vérité, enfin révélée, était une lumière perçant l'obscurité de la tromperie, mais elle laissait derrière elle une douleur indélébile. Claire, en quittant le tribunal, leva les yeux vers le ciel gris de Périgueux, murmurant une prière pour sa sœur. La justice, bien que tardive, était un pas vers la guérison, un hommage à la mémoire des Dubois, dont l'amour et la foi continuaient d'illuminer Saint-Léon. L'hiver 2021 s'installait doucement sur Saint-Léon, ses vignobles endormis sous un ciel gris, mais dans le cœur du village, une lueur d'apaisement commençait à poindre. Après 16 années d'attente, de douleur et de quête acharnée, la vérité sur la tragédie de l'étoile de Chartres avait été révélée, aussi cruelle soit-elle. La communauté, marquée par la perte de la famille Dubois aux Jean, Marie, Antoine, Sophie et Louis cherchait désormais à panser ses blessures. Claire Martin, à 61 ans, portait les stigmates de son combat, mais son regard, jadis voilé par le chagrin, s'illuminait d'une résolution nouvelle. Elle organisa une cérémonie funéraire dans l'église Saint-Léon, un moment solennel où tout le village se réunit pour rendre hommage aux 32 âmes disparues. Les bancs de bois, usés par des décennies de prières, étaient remplis de villageois, leurs visages mêlant larmes et recueillement. Les chandelles allumées projetaient une lumière douce sur les murs de pierre, tandis que le chœur entonnait un cantique, rappelant la voix angélique de Sophie. Claire, tenant le châle de sa nièce et la montre de Jean, prononça une prière, sa voix tremblante mais forte, offrant un adieu empreint d'amour à sa sœur et à sa famille. Cette cérémonie, bien plus qu'un simple rituel, marqua le début d'une guérison collective. Madame Lefebvre, la boulangère, pleurait en silence, serrant la main de son mari, tandis que Monsieur Garnier, le voisin fidèle, déposait une rose blanche sur l'autel, symbole des fleurs que Marie cultivait autrefois. La communauté, unie dans son deuil, trouva dans ce moment une forme de réconfort, comme si la vérité, bien que douloureuse, permettait enfin de poser un regard apaisé sur le passé. La maison des Dubois, avec ses volets de bois et son jardin de roses, devint un lieu de mémoire. Les villageois, sous l'impulsion de Claire, la transformèrent en un petit musée communautaire. À l'intérieur, des photographies de gens travaillant dans les vignes, de Marie brodant avec soin, et des enfants riant dans la cour racontaient leur histoire. Des panneaux retraçaient l'enquête, de l'espoir brisé de 2004 à la découverte de la fosse en 2020, offrant un hommage à la persévérance de Claire et à la quête de justice. Ce lieu devint un sanctuaire, visité par les habitants et les pèlerins, un rappel que l'amour d'une famille pouvait transcender la tragédie. Au-delà de Saint-Léon, la tragédie des Dubois entraîna des changements profonds. Les autorités, secouées par l'ampleur du crime, révisèrent les protocoles de sécurité pour les transports publics.
de nouveaux systèmes de communication, incluant des balises GPS pour les autobus longue distance, furent mis en place, garantissant une meilleure traçabilité sur les routes de France. Ces mesures, bien que tardives, étaient un legs concret de l'affaire, une promesse que d'autres familles ne subiraient pas un tel sort. Luc Bernard, l'inspecteur qui avait rouvert l'enquête, observait ces changements avec une satisfaction teintée de mélancolie. Il savait que la justice rendue au Dubois ne pouvait effacer les années de souffrance, mais elle offrait une forme de rédemption pour une communauté trahie par la cruauté humaine. Le ravin où l'autobus fut retrouvé devint, au fil du temps, un lieu de pèlerinage informel. Les habitants y déposaient des fleurs roses blanches pour Marie, bleuets pour Sophie et des chandelles dont les flammes dansaient dans le vent. Ce site, autrefois marqué par l'horreur, se transforma en un espace de recueillement, où les pèlerins priaient pour les âmes perdues et méditaient sur la fragilité de la vie. Claire, souvent vue là-bas, agenouillée près d'une croix improvisée, trouvait dans ses visites un apaisement, un lien avec sa sœur. Le legs des Dubois vivait aussi dans les écoles de Dordogne, où leur histoire était enseignée, rappelant aux jeunes générations l'importance de la foi, de la justice et de la solidarité. Saint-Léon, malgré sa douleur, avait retrouvé une force nouvelle, tissée dans l'amour et la mémoire, prouvant que même après une trahison aussi profonde, la communauté pouvait se relever, unie, pour honorer ceux qui avaient été arrachés trop tôt point sous le ciel crépusculaire de Saint-Léon, où les vignobles s'étendent comme un manteau silencieux. L'histoire de la famille Dubois Jean, Marie, Antoine, Sophie et Louis résonne encore, 16 ans après leur disparition tragique. Ce pèlerinage vers Chartres, entamé dans la foi en août 2004, s'est mué en une quête douloureuse pour la vérité, révélant une trahison cruelle orchestrée par des criminels sans scrupules. Pourtant, dans l'ombre de cette horreur, la lumière de la justice a fini par percer. Claire Martin, dont le cœur a porté le fardeau de la perte de sa sœur, a transformé sa douleur en un combat inlassable. En fondant une association pour soutenir les familles de disparus, elle a donné un sens à son deuil, faisant vivre l'héritage des Dubois à travers la solidarité. François Moreau, le pèlerin dont la foi l'a conduit à l'épave de l'Étoile de Chartres, reste convaincu que la Vierge l'a guidé, offrant à Saint-Léon une réponse tant attendue. Leur histoire, gravée dans les mémoires, nous rappelle la fragilité de la vie, la force de la foi et l'importance de la justice face à la tromperie. À la tombée du jour, une chandelle vacille près d'une photo des Dubois, tandis que les cloches de l'église murmurent un adieu empreint d'espoir. Si ce récit vous a touché, partagez vos réflexions dans les commentaires. D'où nous regardez-vous? Si vous découvrez notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour explorer d'autres enquêtes où la vérité lutte contre l'oubli. Que la mémoire des Dubois vous inspire à chérir chaque instant avec ceux que vous aimez. Si vous pensez que ces histoires méritent de l'attention, pas de la pitié, de la sensibilisation, pas de l'exploitation, alors aidez-nous à les raconter avec dignité.